Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Nouvel Immédiat, un numéro spécial sur les attaques terroristes du Hamas en Israël. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors, au programme du jour, évidemment, nous nous attacherons à étudier les images de ces attaques dans la première partie, ce sera l'image du jour. Et puis, le dossier sera consacré aux réactions médiatiques. Nous nous attacherons à vous dire comment est-ce que les médias ont présenté ces faits, dans quel ordre et de quelle façon, avec quel point de vue, sans oublier bien sûr la guéguerre interne entre la gauche et LFI et les mouvements d'extrême gauche qui suivent. Et puis, on n'oubliera pas, bien sûr, les pastilles de l'information dans ce programme qui sera chargé, vous l'aurez compris, ni le portrait piquant du jour qui sera consacré à Laurent Soli, le directeur de Facebook France. Si le programme vous plaît, je vous le rappelle, comme à chaque émission, mais c'est essentiel pour garantir notre succès. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. Vous pouvez également nous laisser un commentaire juste en dessous. On les lit tous. Je vois parfois qu'il y a certains qui prennent au pied de la lettre et qui mettent juste commentaire ou alors référencement. En effet, sans cela, nous ne sommes pas référencés sur YouTube. Donc nous avons besoin de vous. Si le programme vous plaît, eh bien écoutez, c'est parti pour cet immédiat numéro 462. L'image de la semaine, chers téléspectateurs, je vous le disais, c'est cette attaque terroriste du Hamas. Je vous propose de regarder les images de ce qui s'est passé sur cette rave party. Le Hamas vient de lancer l'opération Déluge d'Al-Aqsa. D'ici quelques heures, les assaillants du Hamas vont tuer plus de 250 personnes sur les lieux du festival. Ils sont plusieurs dizaines selon les témoignages de rescapés qui ont échappé à la tuerie. Ils tirent dans la foule à l'arme automatique. Depuis le tableau de bord d'une voiture garée sur place, une caméra filme. Ici, un milicien du Hamas, armé d'un fusil d'assaut de type Kalachnikov, capture un participant. Quand les secours arrivent, ils ne peuvent que constater le massacre. C'est incontestablement une action terroriste dans la mesure où ça vise ouvertement des civils. Il y a l'affranchissement militaire d'une frontière, certainement, mais il y a ensuite une attaque de civils. C'est un peu, d'ailleurs, dans une certaine tradition islamiste depuis 14 ou 15 siècles, c'est-à-dire le Redzu, une offensive sur un territoire ennemi qui consiste à tuer un certain nombre d'hommes ou de femmes qu'on trouve et de rapter aussi des femmes, des enfants, voire des hommes pour en faire des otages ou des esclaves. Une des images les plus fortes qu'on ne peut pas d'ailleurs reprendre sur Immédiat, c'est cette femme enlevée qu'on voit à l'arrière d'une voiture partir vers on ne sait quelle destinée. Il y a eu beaucoup d'images naturellement qui ont tourné des deux côtés, on va vous en parler. C'est un peu la guerre des images aussi dans cette nouvelle guerre ou dans ces crimes de guerre. En revanche, il y a eu bien sûr une riposte d'Israël, il y a eu des échanges de tirs. On peut regarder les images, il y a par exemple des tirs par aviation sur des cibles qui seraient des endroits où est localisé le Hamas et des tirs aussi de roquettes. Et on voit des tirs également qui sont filmés depuis le sol en Palestine, dans la bande de Gaza. Alors, en matière d'image, tout est affaire de point de vue. Quand on est plutôt du côté de celui qui mène l'offensive aérienne, on montre les images depuis le haut. Il y a un petit côté un peu feu d'artifice. On avait vu déjà ces images-là au moment du début de la guerre en Irak, donc il y a déjà pas mal d'années. Évidemment, il y a une autre manière de voir les images, c'est vu du bas.
de la part de ceux qui se trouvent en bas, au milieu des objectifs militaires, parce que les objectifs militaires, les objectifs civils, les civils sont au milieu des objectifs militaires dans ce type d'affaires, et évidemment c'est une vision différente. Et là, on a des images de l'AFP qui montrent le point de vue de civils, du point de vue des civils palestiniens. Alors, sachant que là, c'est plutôt des dommages collatéraux, ils ne sont pas visés en tant que tels, mais ils se trouvent dans les endroits où tombent les bombes. Voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est aussi le point de vue de certains médias en France. On a des médias qui donnent plutôt globalement le point de vue israélien, on va dire, mais il y a aussi des médias qui diffusent en France et qui donnent le point de vue des Palestiniens ou du Hamas. C'est notamment le cas de cette chaîne de télévision algérienne qui diffuse en France et qui est regardée, comme d'autres chaînes arabes, sont regardées par les gens qui habitent dans les banlieues de l'immigration, et ce qui explique aussi qu'ils n'ont pas le même point de vue. C'est-à-dire que la population française dans son ensemble a plutôt le point de vue du côté de ce que leur présentent les médias, donc plutôt ce qui a été subi lors de l'agression du Hamas contre Israël, mais dans les banlieues de l'immigration, ce qui est vu, c'est un point de vue tout à fait différent. Vous voyez dans le texte de la chaîne algérienne, on parle des martyrs palestiniens, des 500 martyrs palestiniens. C'est une vision très différente, ce qui explique d'ailleurs, on y reviendra, la position de LFI, qui a ses électeurs, et de Mélenchon, parmi les gens qui regardent ce type de médias. Oui, tout à fait. Alors, chers téléspectateurs, je vous propose tout de suite, sans transition, de regarder justement quelques extraits choisis de cette chaîne algérienne francophone. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver. Nous parlerons ce soir de cette opération surprise menée par le Hamas contre l'État sioniste. L'opération baptisée Déluge d'Al-Aqsa est une offensive historique et sans précédent. Elle vient en riposte au crime de l'occupation sioniste et de ses exactions à l'encontre du peuple palestinien et de ses assauts répétitifs contre la mosquée d'Al-Aqsa. L'absence de solution à la question palestinienne après 75 ans de souffrance et de déplacement, la poursuite de la politique de deux poids deux mesures et le mutisme de la communauté internationale, en plus du confinement inhumain auquel est soumis la bande de Gaza depuis 17 ans, a nourri et unifie les mouvements de la résistance palestinienne. Le bilan est lourd, plus de 500 Palestiniens sont tombés en martyrs et 2800 autres blessés dans l'agression sioniste en cours dans la bande de Gaza, et du côté de l'entité sioniste on dénombre plus de 700 morts et plus de 2000 blessés. Toujours merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'agression sioniste contre Gaza se poursuit pour la 3e journée consécutive, faisant encore plus de morts et de victimes parmi les civils innocents. Le dernier bilan fait état de plus de 500 martyrs palestiniens et près de 3000 blessés. Alors vous l'aurez compris, ce qu'on essaye de faire ici, c'est bien sûr une analyse médiatique de la présentation du sujet, comment est-ce que le média traite ce sujet, traite ces attaques, et par exemple, il y a aussi des personnalités qui contribuent à la diffusion ou non de certaines images, et on a Gilbert Collard par exemple qui reprend cette femme à moitié dénudée dans une camionnette dont les membres sont inversés, qui a sans doute subi des sévices violent, qui a partagé donc cette vidéo sur Twitter qui est floutée, donc on peut vous montrer une image ici à l'antenne, et donc voilà quelques traces des sévices que la population israélienne a subi. On a aussi des faits qui sont parfois plus douteux dans ce climat de violence. Il y a par exemple eu beaucoup de communication autour de 40 bébés qui auraient été décapités par le Hamas dans le kibboutz de Kfar Aza. C'est une journaliste de la chaîne I24 et vous verrez, ça a toute son importance, qui fait état de la découverte. Elle dit que 40 bébés ont été assassinés et transportés sur des brancards. Le tweet de I24 ne se fait pas trop attendre, et il est également repartagé par le compte officiel de l'État d'Israël qui publie 40 bébés assassinés, donc en anglais, et juste cela avec la vidéo de I24. Seulement sur la vidéo, il n'y a pas de traces naturellement
enfants, de ces bébés. La télévision ne peut pas montrer des horreurs pareilles. La journaliste, elle assure que c'est ce qu'un commandant lui a dit, et c'est là qu'on commence à se dire que c'est peut-être plus flou que ce que l'on pensait. Finalement, on a le Haaretz qui publie un reportage tard dans la soirée et qui confirme qu'il y a eu un massacre d'ampleur sur place. Ça, ce n'est évidemment pas à nier, mais qu'il travaille encore à localiser ainsi qu'à enlever les corps et que cela prendra de longues heures. Le journaliste qui travaille pour Le Monde et Le Soir a publié sur X une mise à jour en disant que il ne faut pas minimiser les atrocités commises par les combattants du Hamas, mais que personne ne lui a parlé de décapitation, et encore moins d'enfants décapités, encore moins de 40 enfants décapités. Donc toujours prudence sur l'information. Alors, je crois qu'on est là en plein dans la guerre de l'information, c'est-à-dire qu'il y a eu l'offensive terroriste du Hamas, et puis la riposte israélienne par des bombardements intenses de Gaza, avec évidemment des victimes civiles, et le contre-feu par rapport au transfert d'images de victimes civiles gazaouis, c'est de montrer les victimes des villages, des kibboutz qui ont été attaqués lors de la première attaque du Hamas. Et il y a eu donc 2 villages où il y a eu des atrocités, Kfar Aza ou Be'eri, ouais. Mais la manière en quelque sorte médiatique, si je puis dire, c'est horrible, mais c'est comme ça, de vendre ces atrocités, c'est de frapper ce qui touche le plus l'émotion, c'est-à-dire la décapitation ou les 40 bébés. Mais les 40 bébés, on voit mal comment il y a 40 bébés dans des villages qui font 500 ou 1000 habitants quand même. Mais c'est ça qui frappe. Il apparaît que ça, c'est une information, en tout cas non vérifiée ou non documentée, mais qui contribue à influencer l'opinion et qui conduit à remettre au premier rang les victimes civiles israéliennes au moment où on commence à s'intéresser aux victimes des dommages collatéraux des bombardements de Gaza. C'est une façon aussi de justifier en quelque sorte les ripostes. Voilà, alors soit dit par parenthèse, s'agissant des bombardements de Gaza et des victimes civiles, on parle de dommages collatéraux, alors que quand il y avait des victimes civiles de bombardements russes en Ukraine, on oubliait de préciser le contexte, et comme toujours, les civils se trouvent à proximité des cibles militaires, tout simplement parce que les cibles militaires, elles se protègent indirectement par les civils. C'est valable en Ukraine comme à Gaza. Les civils sont souvent les grands oubliés des guerres, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères israélienne a redit mercredi qu'il n'était pas en mesure de confirmer, lui aussi, les 40 bébés assassinés et décapités. Soit dit par parenthèse, ce n'est évidemment malheureusement pas nouveau. Parce que en France, pendant la guerre de 39-45, il y a eu 100 000 victimes civiles, dommages collatéraux, des bombardements américano-britanniques. Voilà. Donc c'est malheureusement pas nouveau. Alors, si on passe à notre dossier du jour, eh bien, je vous propose de commencer par la présentation médiatique et quelques explications. On commence par exemple avec cette information de LCI. Attaque du Hamas contre Israël. Benjamin Netanyahou s'exprime. Nous gagnerons cette guerre, nous vengerons cette journée noire. Et ils indiquent qu'on peut suivre les infos sur leur chaîne. LCI qui était traditionnellement la chaîne d'information plutôt pour la guerre en Ukraine d'ailleurs, mais on y reviendra juste après. France Info qui a reçu le géopolitologue Dominique Moisy. Attaque du Hamas contre Israël. Traditionnellement, il y avait une comptabilité macabre pour un mort israélien. Il y en avait en moyenne 10 Palestiniens. Cette fois-ci, il y a 2 morts israéliens pour un mort
palestinien, et donc cela permet de notifier pour ce géopolitologue le caractère un peu exceptionnel aussi de cette attaque et de ce Hamas qui a réussi largement sa mission. On a également BFM TV qui interroge le grand rabbin de France et qui déclare que selon lui, la rave party, c'est le Bataclan. Donc il fait une comparaison. Jean-Yves, est-ce que vous je trouve que c'est assez pertinent, parce que ce sont effectivement des gens qui font la fête et qui se trouvent attaqués, en gros, à l'arme lourde, dans le cadre d'une action terroriste. Alors, dans un cas, c'est dans un théâtre à Paris, dans l'autre, c'est une rave party à 2 kilomètres de la frontière, ce qui est quand même assez étrange et peut-être un peu imprudent. Et c'est quand même l'opposition entre un monde occidental qui fait la fête et des guerriers ou des terroristes qui ne reculent pas devant les moyens, y compris celui qui consiste à risquer quand même leur propre vie, comme ça a été le cas, évidemment, pour les terroristes du Bataclan. On a un tweet de Daniel Schneiderman, qui est l'animateur de Arrêt sur Image, notamment, et qui écrit le lundi dans Libération, qui écrit « Les morts civils israéliens que décrivent les dépêches sont incontestablement des morts civiles. Les morts palestiniens que décrivent les mêmes dépêches sont aussi des morts civiles. Merci de s'en souvenir. » Et là... il remet sur le même plan les morts civiles. Oui, mais on ne met pas les morts civiles sur le même plan. Vous voyez, dans l'histoire française de la Seconde Guerre mondiale, on ne met pas sur le même plan les victimes des bombardements alliés et les victimes de Radour-sur-Glane. Dans les deux cas, ce sont des morts civiles. On ne met pas sur le même plan ce qui est un acte terroriste ou un crime de guerre et ce qui est... Bon, le dommage collatéral, c'est pas une très belle expression d'ailleurs, parce que pour celui qui meurt, effectivement, le fait de mourir sous dommage collatéral n'est pas extrêmement... La guerre par bombardement n'est rarement qu'une jolie guerre aussi, pourrait-on dire. On a également des affirmations qui sont très intéressantes. Il y avait Bernard Kouchner qui était interviewé sur LCI et qui affirme qu'il est évident que la Russie était au courant des projets d'attaque du Hamas contre Israël. Et c'est la Tribune populaire qui repartage cet extrait vidéo. On a Hervé Carès qui est un spécialiste de communication de crise, un ancien militaire, un ancien officier d'ailleurs, qui était l'invité du Samedi politique d'Élise Blaise de la semaine dernière, une émission qu'on vous recommande d'aller voir, qui répond « Affirmation gratuite utile pour amalgamer les deux théâtres de guerre, Ukraine et Palestine ». Psy-ops, typique du courant néoconservateur US, le bien contre le mal, etc. Comme quoi, les relais idéologiques les plus agissants et puissants ne sont pas ceux du Kremlin en France. Et à noter cet article comme un écho de BFM après les attaques en Israël, Zelensky craint que l'attention du monde se détourne de l'Ukraine. Si vous voulez, Kouchner, c'est comme BHL, c'est les gens qui sont invités uniquement parce qu'ils sont là pour passer un message de propagande. Et en l'occurrence, Kouchner vient là pour passer un message de propagande anti-russe et pro-ukrainien. Et sur LCI. Et sur LCI, donc LCI, la boucle est bouclée. Hein ? Alors, pendant ce temps-là, en France et dans le bureau d'Emmanuel Macron, on s'est activé. Et figurez-vous que le grand reporter pour le Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, qui est également l'auteur de Le déclassement français au Moyen-Orient et au Maghreb, eh bien, nous fait part que Paris s'active pour éviter une escalade Israël-Hamas, dit l'AFP. Macron, qui a appelé Mahmoud Abbas, voulait le remplacer en février, révélé le Figaro. Il appelle le Premier ministre libanais Mikati, qui n'a aucun pouvoir. Paris n'a aucun contact avec le Hamas et des relations exécrables avec l'Iran. Ce journaliste, c'est Georges Malbruno. J'ai failli oublier de le noter. Jean-Yves, ça, c'est un indice sur notre diplomatie. C'est un aussi. grand spécialiste du Moyen-Orient. Il a, je crois, été il y a très longtemps otage, d'ailleurs. Donc, vous voyez, il a un certain recul de sur la situation. Côtés, ouais. Alors, ce qui est significatif,
Ce soir, nous enregistrons jeudi matin, ce soir, jeudi soir, Macron va passer à la télévision, après s'être mis en scène avec les chefs de parti à midi. Macron, c'est Narcisse. Ce qui l'intéresse dans les événements, c'est une manière de se montrer et de parler. Mais sur la scène internationale, il ne pèse rien nulle part. Il n'est pas pris au sérieux et il appelle des interlocuteurs qui sont complètement en dehors du jeu. C'est assez dramatique pour la France parce que ça, c'est sur tout l'échiquier international. Tout l'échiquier international, il n'existe pas, mais il s'en sert pour exister médiatiquement, pour se montrer. La diplomatie d'équilibre française n'a pas de beau jour devant elle. C'est plus de la diplomatie, c'est du narcissisme. Une tentative. Georges Malbruno également continue avec un autre tweet le lendemain. USA, le département d'État affirme que l'Iran savait probablement que le Hamas planifiait des opérations contre Israël, mais sans connaître le calendrier ni l'ampleur de ce qu'il allait se passer. C'est ce que nous disions depuis samedi, loin de la thèse simpliste, l'Iran est derrière. Effectivement, Jean-Yves, il faut analyser, est-ce que Israël était au courant ou non de ces attaques ? Alors, ça c'est assez difficile. Il y a beaucoup de... Il y a trois hypothèses, globalement. Il y a trois hypothèses. Bon, il y a l'hypothèse, on va dire l'hypothèse de type Pearl Harbor. Ils savaient, ils ont laissé faire. Bon. C'est quand même pas absolument évident compte tenu de l'ampleur de ce qui s'est passé. Bon, voilà. Ça, c'est la première hypothèse. Et puis, il y a l'hypothèse... Bon, on leur a parlé, ils ont eu quelques informations comme quoi ils pouvaient se préparer quelque chose, notamment peut-être d'Égypte, sauf que des informations comme quoi il peut se préparer quelque chose, il en arrive tous les jours. Après, il faut faire le tri. Et puis, il y a peut-être aussi l'hypothèse qu'ils pensaient être protégés par le fait qu'ils avaient rompu leur isolement diplomatique en établissement des relations avec un certain nombre de pays arabes, de pays du Golfe, y compris l'Arabie Saoudite, y compris le Qatar, et qui pensaient peut-être être à l'abri. Puis, il y a peut-être une forme de... Par rapport à un Israël assez guerrier, qui était leur image il y a 20 ou 30 ans, ils se sont peut-être un petit peu ramollis. C'est un peu l'image que donne quand même la rave party, quoi. C'est plus la nation en armes, c'est la nation en fait, quoi. Voilà. Bon, après... Moi, je ne sais pas. Je crois qu'il faut être prudent. Il faut être prudent dans les hypothèses. En tout cas, en France, Gérald Darmanin a décidé de montrer ses biceps. Toucher un juif en France, c'est toucher toute la République, a-t-il déclaré. C'était en réaction lors de la conférence de presse à une vingtaine d'actes antisémites qui avaient été recensés en France. On sait désormais qu'il y en a eu plusieurs centaines, sans compter bien sûr les manifestations pro-Palestine qui déplaisent fortement au gouvernement et qui sont d'ailleurs interdites même si elles ont lieu. À noter que la sécurité a été renforcée quand même autour des synagogues et des écoles juives en France. Et ces petits tweets de Pierre Sautarel ainsi que Paul Fortune que je vais vous lire à la suite. 1000 assaillants du Hamas en Israël. 200 000 émeutiers, 1500 Français au sein de Daesh, 5300 islamistes capables de passer à l'action selon la DGSI en France, 240 000 personnes vivant du trafic de drogue, des caches d'armes dans toutes les cités. On a tous les ingrédients du cocktail. Et Paul Fortune, la quasi-totalité des élites occidentales prend ouvertement fait et cause pour Israël, mais continue à nous expliquer qu'il faut vivre ensemble chez nous avec des masses de gens qui prennent fait et cause pour la Palestine. Jean-Yves, un commentaire là ? Je crois que c'est l'analyse essentielle qui devrait occuper les médias français et qu'on ne trouve que marginalement sur les réseaux sociaux avec ces deux tweets de Fortune et de Souche. J'ai moi-même fait un long développement sur ce thème sur Polémia. Je crois que c'est le sujet central. C'est le sujet central. D'un côté,
on affiche un soutien puissant de la part des élites à Israël, et de l'autre, on nous fait venir de plus en plus de gens qui se sentent solidaires du Hamas ou des Palestiniens. C'est une folie pure, une incompréhension. Juste un point, il faut réfléchir un peu aux réalités géographiques. Gaza, c'est 360 km². La Seine-Saint-Denis, c'est 240 km². Voilà. Gaza, c'est aux portes d'Israël. La Seine-Saint-Denis, c'est aux portes de Paris. Et en Île-de-France, 73% des nouveau-nés sont dépistés à la drépanocytose, c'est-à-dire qu'ils sont présumés non européens. Je pense qu'il y a là des chiffres qui devraient faire réfléchir, y compris d'ailleurs le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives, qui se plaint aujourd'hui d'une montée de l'antisémitisme en France, sans voir que cet antisémitisme vient des banlieues de l'immigration, une immigration qu'ils ont soutenue depuis 30 ans, en faisant pression auprès des formations politiques pour avoir finalement une politique de frontières ouverte. Voilà, je crois que là, il faut mesurer les choses. Il y a d'ailleurs un dessin de Riss pour Charlie Hebdo qui traite totalement le sujet que vous venez d'évoquer, Jean-Yves, où attention à ne pas importer le conflit israélo-palestinien en France, pour ceux qui écoutent, et l'on voit un homme musulman avec des femmes recouvertes d'un drap bâché derrière lui, qui disent tout sourire, aucun risque, il n'y a plus de juifs dans le quartier. Donc ça, c'est non, mais il y a les quartiers d'à côté. On en a l'habitude. Oui, bon. En tout cas, je vous propose d'écouter, parce qu'on n'en a pas fini avec Gérald Darmanin, je vous propose de l'écouter. Il était invité dans Quotidien et le journaliste lui pose la question de où se trouve l'antisémitisme aujourd'hui en France. Écoutez la réponse, c'est savoureux. Et d'où vient la menace antisémite surtout? C'est l'extrême droite, c'est les mouvements islamistes, l'ultra-gauche? Bon, c'est un petit peu tôt pour le dire. Cette séquence est scandaleuse. Scandaleuse de la part du journaliste qui connaît la réponse, scandaleuse de la part du ministre qui connaît la réponse, parce que quand on dit qu'il y a des actes antisémites, il est ministre de l'Intérieur. S'il y a des actes antisémites, il sait où ils sont commis. Et il sait, au moins dans un certain nombre de cas, par qui ils sont commis. Donc quand il dit « on ne sait pas », c'est évidemment un mensonge. Et là, vous voyez la connivence avec le journaliste qui ne relance pas. RMC, Gérald Darmanin a annoncé l'expulsion de tout étranger rendu coupable d'actes antisémites. Ben, là, il faudrait expulser tout étranger coupable de délit. Coupable de crime, coupable de délit, qu'il soit antisémite ou non. Voilà. C'est étonnant de voir que c'est possible. Tout de même. C'est possible dans le verbe, parce que Darmanin, c'est le verbe, c'est pareil. On a, si vous voulez, on a un président et un gouvernement qui parlent, mais ils n'agissent pas. Qui parlent et qui se montrent, oui. Alors, dans ceux qui ont agi, il y a des stars. Charlotte Gainsbourg, Elie Moon, Carla Bruni-Sarkozy ont demandé la libération des otages du Hamas dans une tribune. Là, c'est une courageuse prise de position. À noter toutefois que si Kylian Mbappé et Omar Sy, vous vous en souvenez, avaient été prompts à prendre le soutien pour Naël, eh bien cette fois-ci, ils ne se sont ni exprimés pour la Palestine, ni pour Israël, et ils sont restés muets. Bon, précisons quand même que Kylian Mbappé est indirectement, à travers le PSG, un employé du Qatar, que le Qatar est le principal bailleur de fonds de Gaza et du Hamas. Enfin, tout ça est compliqué. L'Orient est compliqué. L'Orient est compliqué et les connexions aussi. Et je vous propose pour finir ce dossier du jour de nous intéresser à ce qui se passe au sein de la gauche, de l'extrême gauche et de LFI. On a Jean-Luc Mélenchon qui a fait ce tweet: toute la violence déchaînée contre Israël et Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Horrifiée, notre compassion va à toutes les populations désemparées, victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer.
le cessez-le-feu, c'était vraiment l'un des grands mots de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon qui retweet Anne Hidalgo pour dire que c'est un déshonneur et que c'est une déclaration clientéliste qu'elle fait lorsqu'elle exprime son soutien total au peuple d'Israël qui pleure ses morts et qui fait face à une attaque terroriste du Hamas. Louis Boyard également, trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine. Ils ont été dans la tourmente, les députés de LFI. Et d'ailleurs, il y a eu une conférence de presse où un journaliste leur pose la question: est-ce que le Hamas est un groupe terroriste? Je vous propose d'écouter la réponse de Mathilde Panot. On ne va pas se lancer là-dessus. C'est la branche armée qui, aujourd'hui, est responsable de crimes de guerre. Voilà. Et c'est largement documenté. Vous pourrez... Mais j'ai répondu sur terroriste, en fait. J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Vous vous contenterez de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de... Mathilde Panot, elle a une position politique. Sa position politique, c'est de ne pas dire que le Hamas est terroriste. D'ailleurs, elle se souvient peut-être que quand Jospin était allé au Proche-Orient et qu'il avait qualifié non pas le Hamas à l'époque, mais le Hezbollah de terroriste, ça lui avait valu une franche hostilité. Donc elle sait ça. Elle ne veut pas prononcer le mot terroriste, et elle ne veut pas prononcer le mot terroriste parce que ses électeurs ne l'accepteraient pas. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc elle résiste aux médias. On peut contester sa position, mais elle résiste aux médias. Elle ne dit pas ce que les médias veulent lui faire dire. Et là, vous voyez comme les médias savent quand ils ont une position différente de l'homme politique. En l'occurrence, c'est pas la droite ou l'extrême droite, entre guillemets, là, c'est l'extrême gauche. C'est vraiment LFI, ouais. Mais les médias, là, ils savent relancer de manière assez agressive. Et elle tient sa position. Et elle s'en va. Et elle s'en va. Ce en quoi, de son point de vue, elle n'a pas tort. Voilà. Alors, à noter que François Ruffin, lui, a mis les pieds dans le plat et a qualifié le Hamas d'organisation terroriste. Et c'est notable parce qu'il se démarque là de la France insoumise. Oui, mais alors Ruffin, il n'a pas les mêmes électeurs. Ruffin, il a des électeurs français, de souche, populaires, en région Nord Picardie. Ça n'a rien à voir avec les électeurs de Bompard à Marseille ou de Mathilde Panot. Donc là, il y a un déterminant électoral. Il faut dire aussi que sur le plan idéologique, Ruffin, c'est pas tout à fait la même gauche, oui, parce que indépendamment de l'intérêt électoral, il faut dire que l'extrême gauche a trouvé une base électorale avec les banlieues de l'immigration. Alors en tout cas, le Parti socialiste ne s'est pas fait avoir par le fumet dégagé par LFI. Ils ont décidé de suspendre temporairement leurs relations. À noter que de nombreuses manifestations pro-palestiniennes ont été prévues. Elles ont été interdites bien sûr, mais par exemple à Lyon, elle a bien eu lieu. Et à Marseille également, au cri de Israël assassin, Macron complice. Il y a eu beaucoup de manifestations de la sorte qui ont été organisées partout dans le monde. D'ailleurs, à noter que par exemple à New York, des manifestants pro-Palestine et pro-Israël se sont retrouvés face à face. Il y a eu également des marches de soutien aux Palestiniens au Moyen-Orient. Il y a eu également des manifestations à Montréal pro-palestiniennes. Et puis, il y a ce communiqué du NPA qui rappelle son soutien aux Palestiniens, palestiniennes. C'est un communiqué en écriture inclusive avec un appel à l'organisation rapide de mobilisation de soutien au peuple palestinien. Poutou est lui aussi dans la tangente. D'ailleurs, le NPA est visé par une enquête pour apologie du terrorisme après son communiqué sur l'attaque du Hamas. Action antifasciste, Paris a également fait montre de son côté pro-palestinien. Et la Jeune Garde également comme mouvement d'extrême gauche et Raphaël Arnaud, son chef de file. Palestine vivra, Palestine vaincra, soutien aux luttes de libération de tous les peuples opprimés. Et il parle de l'État colonial d'Israël. Décidément, à gauche et à l'extrême gauche, c'est compliqué.
Alors, on citera, là, on reviendra dessus, Gérard Haraud, ex-ambassadeur de France aux États-Unis à l'ONU. Je considérais que l'expression islamo-gauchiste n'était qu'une exagération partisane. Après l'affaire de l'Abaya et les réactions aux événements de Gaza, je commence à douter. Effectivement, on a bien un islamo-gauchisme, l'islam fournissant la base sociologique électorale à l'extrême gauche. Écoutez, chers téléspectateurs, après ce dossier bien rempli, je vous propose de passer maintenant aux pastilles de l'information. Le saviez-vous, Olivier Véran est le ministre délégué chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Et à ce titre, il est allé faire un micro-trottoir dans la rue. Je vous propose de l'écouter. Est-ce que vous avez le sentiment que les politiques écoutent assez les Français ? Pas vraiment. Non, mitigé. On a l'impression que les politiques sont très loin des préoccupations très concrètes. Est-ce que vous savez ce que c'est que le renouveau démocratique ? Oh là là. C'est une idée de programme pour vous représenter ? Non, c'est mon ministère. C'est pas grave. L'idée, c'est que toutes les semaines, on puisse interroger les Français sur les sujets qui les préoccupent. Et vous pourrez aussi proposer des questions et vous aurez une réponse ensuite en vidéo du ministre. Le nom de l'application ? Agora. Jean-Yves, une réaction Alors évidemment. ça, c'est un enfumage de plus. On sait très bien que ce type de méthode, type Agora, type micro-trottoir en réel ou micro-trottoir sur Internet, c'est pour sélectionner ceux qu'on veut faire passer. Voilà, donc c'est une opération de propagande de plus. Pour la guerre en Ukraine, le monde a accordé la parole à un collectif qui demande un geste fort. Nous demandons au Conseil de Paris de renommer le boulevard Lannes du nom de l'écrivaine ukrainienne Victoria Amelina. À noter que ce collectif, eh bien, les signataires de cette tribune sont les suivants. Il y a par exemple Raphaël Glucksmann, qui est eurodéputé. Il y a Bernard-Henri Lévy, le fameux philosophe préféré du monde. Et Manuel Valls aussi, qui se retrouve là comme signataire de cette demande un peu farfelue. Jean-Yves, vous allez nous éclairer sur le boulevard Lannes. Alors le boulevard Lannes, ça fait partie du boulevard des Maréchaux. Alors il se trouve que le boulevard Lannes, il y a l'ambassade russe sur place. Donc c'est l'idée de manœuvre, c'est faire une crasse aux Russes. Sauf que le boulevard Lannes, il appartient au boulevard extérieur de Paris, qu'on appelle le boulevard des Maréchaux, puisque l'ensemble de ces boulevards porte un nom d'un maréchal d'Empire. Et donc derrière la suppression du nom du maréchal Lannes, c'est un mémoricide qui se prépare, c'est-à-dire on veut évacuer le souvenir napoléonien finalement. C'est vrai d'ailleurs que la France avait refusé de commémorer Austerlitz, on n'a pas commémoré le bicentenaire de Napoléon, donc on est dans une opération de mémoricide. Et là, le prétexte, c'est une crasse à la Russie, mais c'est la première étape. Parce qu'une fois qu'on a supprimé le nom d'un maréchal, tous les autres vont tomber, c'est la théorie des dominos. Voilà, mémoricide. Une secrétaire d'État, Sarah El Haïry, annonce sa grossesse et assume sa PMA, titre Le Parisien. Je veux le dire haut et fort, montrer que c'est possible pour deux femmes en couple. Jean-Yves, ce qui est très intéressant, c'est que cette secrétaire d'État, elle est secrétaire d'État pour la biodiversité. Et c'est toujours un peu savoureux de constater que la PMA, c'est juste le symbole ultime de la sélection discriminante sur le vivant. Elle avait fait une première FIF qui n'avait pas fonctionné, nous dit l'article, si on va plus loin. Et la deuxième a réussi. C'est Brigitte Macron, elle nous fait un beau storytelling là, qui a été la première au courant de la grossesse. Et le président du MoDem, François Bayrou, nous annonce-t-on, est très heureux pour ce petit couple de lesbiennes. Oui. Jean-Yves, un commentaire, quelque chose à commentaire, si vous voulez, c'est assez cohérent avec la ligne du gouvernement de banalisation, en fait, de ce type de phénomène, sachant que dans le même temps, il y a M. Dussopt et M. Beaune qui sont aussi ministres, et qui ont fait leur, comment on appelle ça, leur coming out
homosexuels, et qui l'un et l'autre militent, eux, non pas pour la PMA, qui ne peut pas les intéresser, mais pour la GPA, la gestation pour autrui, c'est-à-dire l'importation de bébés venus d'ailleurs. Et portés par des mères porteuses. Et portés par des mères porteuses, voilà. Ce qu'a fait d'ailleurs M. Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM. Voilà. Ça s'inscrit dans une campagne d'opinion où c'est pas très bien ce que ce secrétaire d'État fait, si ce n'est de la propagande pour la cause LGBT. Voilà. Ça a un rapport avec la biodiversité qui est assez ténu. Si dans certains pays, on commence à reconnaître la présence d'effets secondaires suite à la vaccination Covid, eh bien en France, on en est toujours au point mort si l'on écoute le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Je vous propose d'écouter ce qu'il disait sur France Inter le 3 octobre dernier. Comment vous pouvez convaincre ce matin ceux qui nous écoutent d'aller tout à l'heure se faire vacciner ? Je leur dis qu'on a un vaccin qui est plus efficace, il est plus efficace que celui de l'an dernier, il correspond parfaitement aux souches, voilà, et on a un vaccin dont maintenant on a 3 ans de recul, on sait qu'on n'a pas d'effet secondaire, et donc il faut y aller. Là encore, on a une séquence qui est absolument hallucinante, parce que le ministre de la Santé profère un mensonge évident, parce que tout simplement, il n'y a pas un médicament, il n'y a pas un vaccin pour lequel il n'y a pas d'effets secondaires. Et s'agissant du vaccin anti-Covid, il y a beaucoup d'effets secondaires, on va le voir. Bon, donc, il profère un mensonge évident. La journaliste qui l'interroge, Mme Léa Salamé, ne peut pas ne pas savoir que c'est un mensonge évident. Et elle le laisse faire, elle le laisse dire, elle ne le relance pas. Voilà. Quand on voit comment il se comporte vis-à-vis des gens dont ils ne partagent pas les idées pour les relancer de manière abusive. À la limite, on relance une fois, mais ils vont jusqu'à relancer 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et là, mensonge évident, relance absente. Jean-François Delfrécy, sur le plateau de Célébdo le 7 octobre dernier, donne une réponse qui va plutôt dans votre sens. D'ailleurs, Jean-Yves, on l'écoute tout de suite. Professeur, quand vous entendez Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, cette semaine, qui dit qu'il n'y a pas d'effet secondaire à la vaccination du Covid avec le nouveau vaccin, est-ce qu'il a raison de le dire comme ça ? Sur le fond, non, il n'a pas tout à fait raison, si je peux dire, puisque tout vaccin peut entraîner chez une personne donnée un effet secondaire. Et Check News a également fait un article dans Libération. Peut-on affirmer, comme Aurélien Rousseau, qu'il n'y a pas d'effet secondaire avec les vaccins anti-Covid ? Leur imputation à la vaccination est bel et bien confirmée par la pharmacovigilance, n'en déplaise au ministre de la Santé. C'est l'extrait des 2 premières lignes d'introduction de cet article qui dit qu'il faut se référer tout simplement au compte-rendu de l'ANSM. Tout simplement, c'est l'agence de surveillance des médicaments. Oui. L'agence nationale. Alors, il y a des risques confirmés d'hypertension artérielle, de myocardite, de péricardite, de saignement menstruel important, un risque de réaction retardée locale douloureuse, érythémateuse, purigineuse au site d'injection et l'apparition d'érythèmes polymorphes. Pour Novavax, on a des signaux confirmés de paresthésie, c'est des sentiments de fourmillement à la surface de la peau. On a également des hyposthésies, alors là c'est l'inverse, c'est la perte de sensation et des réactions anaphylactiques et des cas de myocardite et de péricardite là encore. À noter que dans tout ce langage barbare, une myocardite, c'est une inflammation du muscle cardiaque avec des symptômes variables, fatigue, essoufflement, gonflement, conscience des battements cardiaques, donc c'est des palpitations, et également la mort subite. Juste ça. La péricardite, elle, c'est une douleur thoracique aiguë qui irradie vers l'épaule gauche, qui est comparable à celle d'un infarctus. Voilà, ça y fait penser. Sauf que cette douleur, elle augmente quand la personne est couchée, quand elle avale sa salive ou des aliments, ou même quand elle respire profondément. Et donc, si la pression est trop élevée, il peut se produire une affection potentiellement mortelle qui est appelée la tamponade cardiaque. C'est que le cœur arrête de battre parce qu'il n'y a plus de répondant à cause du liquide
qui fait trop de pression. La réaction anaphylactique, eh bien, c'est une réaction allergique brutale qui peut être également diffuse, potentiellement grave, voire mortelle. Donc c'est vrai qu'Aurélien Rousseau pouvait passer à côté de ces effets secondaires-là parce qu'ils ne sont pas graves du tout selon lui. Et pourtant c'est mortel. Ce qui est significatif, tous ces ministres mentent de manière absolument délibérée. Monsieur Darmanin a dit on n'accueillera aucun migrant de Lampedusa, ils sont déjà arrivés. Il dit on n'accueillera aucun migrant, sauf ceux qui sont des réfugiés politiques. Or, tout migrant qui arrive, on lui dit faites une demande de réfugié politique. Monsieur Rousseau dit il n'y a pas d'effet secondaire. C'est le mensonge absolu, mais ce mensonge absolu n'est possible que par la connivence des grands médias. Si les grands médias audiovisuels et les grands médias écrits ne les taclaient pas, en particulier les grands médias audiovisuels ne les taclaient pas, ne les laissaient pas dire des mensonges manifestes, ils ne le feraient pas. Donc c'est vraiment la connivence média-pouvoir exécutif. Et voilà, c'est déjà la fin de ce numéro, un gros numéro, vous l'aurez compris. Si cela vous a plu et si vous voulez nous soutenir, je vous le rappelle, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. Laissez-nous également un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis vous pouvez également partager cette émission, naturellement, à des gens qui ont besoin de cette revue de presse qui est immédiat. On ne se quitte pas, Jean-Yves, sans le portrait piquant consacré à Laurent Soli. Laurent Soli, c'est le préfet patron de Facebook Europe. C'est assez drôle, mais là aussi ça montre bien la connivence des pouvoirs. Place maintenant au portrait piquant et je vous dis à très vite sur TV Liberté. Parfait, c'est bon. Laurent Soli n'est pas journaliste, mais être patron de Facebook en France, c'est avoir plus d'influence qu'un journaliste ou un rédacteur en chef. Énarque au réseau tentaculaire, Laurent Soli incarne plus qu'aucun autre la mutation numérique mondialiste de la haute administration. Ceci à l'heure où les GAFAM recrutent à tour de bras des lobbyistes dans les personnels politiques et dans les institutions. Né en 1970 à Villefranche-sur-Saône, Laurent Soli fait des études classiques, Sciences Po, puis l'ENA, promotion Victor Schœlcher. La préfectorale, le Lot-et-Garonne, le Var, puis le territoire de Belfort, où il est remarqué par Claude Guéant. Il rejoint alors le clan Sarkozy et devient chef de cabinet de ce dernier, au gouvernement, puis à l'EMP. Responsable de la communication du candidat Sarkozy, il contribue à son élection. Mais il est en froid avec Cécilia Sarkozy. Il ne rejoint donc pas le gouvernement, mais devient en mai 2007 le numéro 2 de TF1, où il va se brouiller rapidement avec son patron Nonce Paolini. Juste au même moment, Facebook France est accusé d'évasion fiscale. Le groupe est à la recherche d'un homme qui connaisse l'administration de l'intérieur et qui pourrait rassurer en haut lieu. L'expansion du réseau social, couplée au rachat de WhatsApp et d'Instagram, lui confère in fine une influence et un pouvoir plus grands que ceux du monde politique. Il ne tarde pas à nouer des partenariats de fact-checking, de vérification de l'information avec des quotidiens de grand chemin. Les Décodeurs du Monde, Check News de Libération. Pour les autres médias partenaires, que du beau monde, l'AFP, BFM TV, France Télévisions, France Médias, L'Express et 20 minutes. En mai 2018, il cède à la pression de la DILCRA en ordonnant à ses équipes de supprimer la page de Génération Identitaire peu après que des militants se soient illustrés à refouler ou à tenter de refouler des migrants dans les Alpes. L'affaire met au jour la collusion toujours plus grande entre une partie de l'État et le réseau social. Ces efforts de collaboration s'approfondissent à l'automne 2018, lorsque le président Macron annonce à l'occasion d'un forum que des hauts fonctionnaires s'apprêtent à plancher conjointement avec les experts de Facebook sur le contrôle des contenus. Je dis bien sur le contrôle des contenus. Le président sollicite l'expertise du groupe californien pour établir, je cite, des procédures que doivent mettre en place les réseaux sociaux pour identifier et filtrer les contenus haineux. Des moulures des cabinets ministériels à la transparence des open space, du conformisme idéologique d'hier à celui qui vient, l'ancien de TF1 incarne cette souplesse
qui force presque, je dis bien presque, l'admiration. À mesure que le réseau social pratique une censure de plus en plus agressive, Laurent Solly ressuscite, au moins partiellement, une fonction que l'on croyait bien disparue, celle de ministre de l'Information, version Facebook.